Les audios Profil Bio. Une lecture proposée par les chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et Bio Nouvelle-Aquitaine. Numéro 25, juin 2025. Rubrique Grande culture. Le phosphore en agriculture biologique. En raison du fait qu'il est essentiel à la vie et de la consommation mondiale qui pourrait dépasser les ressources disponibles avant une cinquantaine d'années, le caractère de plus en plus indispensable du phosphore pour nourrir l'humanité en fait une ressource stratégique au même titre que le pétrole. Depuis des millénaires, les Chinois utilisaient les broyados pour améliorer les cultures. Puis, au Moyen Âge, en Europe, les cimetières furent une source d'approvisionnement en phosphore. Les sols des pays tropicaux souffrent d'une réelle rareté de phosphore qui est le facteur limitant pour la production agricole. En France, des décennies d'apports minéraux importants ont globalement permis de recharger nos parcelles. Mais ce phosphore n'est pas toujours utilisable par les plantes. En agriculture biologique, l'alimentation des plantes se fait via des sources organiques, qu'elles soient issues des matières organiques du sol ou d'apports extérieurs, amendements et engrais. Pour être assimilées par les plantes, ces matières organiques doivent être transformées par le sol. C'est la minéralisation. En bio, on nourrit donc d'abord le sol pour que le sol nourrisse la plante. Quand on parle de fertilisation, on pense d'abord azote, ensuite phosphore et potasse, sans oublier les oligo-éléments. Nous nous concentrerons dans cet article sur la fertilisation phosphorée. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons que la base de toute nutrition par les plantes reste d'assurer une fertilité optimale du sol sur les trois composantes physiques, chimiques et biologiques. Favoriser l'exploration d'un volume de sol maximum permet d'augmenter la croissance et la résistance des cultures. Le phosphore, ça sert à quoi? Le phosphore est un élément nutritif indispensable dans les plantes. Il rentre en effet dans la composition des membranes, impacte la maturité et la vigueur germinative des plantes et il est surtout le support du matériel génétique et du métabolisme énergétique de la plante. Très peu mobile dans les sols, le phosphore est rapidement rétrogradé et difficilement disponible du fait de sa forte liaison aux argiles, au calcaire en sol basique ou aux oxydes de fer et d'aluminium en sol acide, et par ses formes organiques très stables, phytates. Les orthophosphates, seule forme minérale assimilable par les plantes, sont présents à très faible concentration dans la solution du sol et sont l'un des principaux facteurs qui limitent la croissance des plantes. Les endomycorhizes en association avec les bactéries sont très efficaces pour extraire le phosphore du sol. Sans le réseau mycorhizien, le seul système racinaire de la plante aurait rapidement épuisé sa zone d'approvisionnement en phosphore, à peine 1 à 2 mm autour des poils absorbants. La plupart des cultures, sauf les brassicacées telles que colza, caméline, navette, moutarde, choux, et les chénopodiacées telles que la betterave, les quinoas, les épinards, sont capables de former des mycorhizes qui leur permettent d'avoir une meilleure capacité d'absorption du phosphore du sol, notamment en situation de faible disponibilité. Une disponibilité trop faible de phosphore pour une plante se traduit de la manière suivante. Tout d'abord, au niveau des parties aériennes, un retard de maturité et une diminution du nombre de grains au mètre carré et des poids spécifiques peuvent ainsi être observés, ainsi qu'une moindre qualité des grains. Au niveau des feuilles, une diminution de la croissance et du développement foliaire avec une diminution de l'efficacité de la photosynthèse. Pour compenser ces deux effets négatifs aériens, la plante consacre une partie de son énergie pour assurer un plus grand volume racinaire, développer des symbioses mycorhiziennes et les processus chimiques autour des racines pour rendre disponible le phosphore du sol. Des fourrages trop pauvres en phosphore peuvent, malgré une complémentation minérale, affecter la prolificité des animaux. Les symptômes de la carence en phosphore. Un outil de pilotage? La réponse est non. Les carences avérées en phosphore sont rares. Elles se manifestent de manière diffuse à partir du stade 3 feuilles de la culture.
Perte de vigueur, rougissement foliaire, talage faible en céréales, retard de floraison et faible taux de protéines à la récolte. Les subcarences, c'est-à-dire les manques de phosphore, sont plus fréquentes et plus insidieuses car non identifiables visuellement. Elles se manifestent surtout par un plafonnement des rendements. Une carence en phosphore a également une influence négative sur la capacité des légumineuses à fixer l'azote. La problématique en bio est que le non-apport d'une forme minérale de phosphore oblige à une gestion anticipée et systémique à l'échelle de la rotation des apports de phosphore par rapport à des systèmes conduits en agriculture conventionnelle. Ceci est dû à la disponibilité limitée du phosphore des fertilisants utilisables en AB, à leur coût élevé et au pouvoir tampon du sol. Quelles sont les cultures les plus sensibles aux carences en phosphore? On parle de niveau d'exigence. Cela correspond à la sensibilité de la culture à une carence. Autrement dit, au pourcentage de perte de rendement d'une plante carencée par rapport à une plante non carencée. On a l'habitude d'utiliser les références suivantes qui sont issues de différents essais réalisés en conventionnel. Nous retrouvons donc un niveau d'exigence élevé en phosphate pour les betteraves, le colza, la luzerne, la pomme de terre, moyen pour les blés durs, maïs en silage, orge, pois, riz gras, sorgho, blé, et faible pour avoine, blé tendre, maïs grain, soja et tournesol. Il faut donc être attentif à nos systèmes où la luzerne est très présente dans la rotation. En effet, les luzernes peuvent présenter des risques de carence importants en phosphore et en potassium du fait des fortes exportations. Les luzernes exportent en moyenne 6 kg de phosphate par tonne de matière sèche et 30 kg de potassium par tonne de matière sèche. Pour limiter ces exportations, il est conseillé de fertiliser la luzerne et éventuellement de restituer une ou deux coupes. Alors, comment améliorer l'apport du phosphore en bio? Plusieurs leviers sont mobilisables. Tout d'abord, améliorer le déblocage du phosphore présent dans la réserve du sol par les mycorhizes, l'activité des vers de terre, les couverts végétaux, la restitution des résidus de culture, par exemple. Ensuite, apporter du phosphore exogène, par exemple sous forme organique. Le phosphore contenu dans les effluents d'élevage ou les produits végétaux sera la forme à privilégier en agriculture biologique. Ce sera la plus efficace car elle permet, en plus du phosphore, d'apporter et d'influer sur l'aptitude des particules du sol à libérer le phosphore contenu dans la réserve. On peut également l'apporter sous forme minérale. La biodisponibilité des engrais phosphatés minéraux autorisés en bio, tels que les phosphates naturels, les phosphates aluminocalciques et les scories de déphosphoration, est souvent faible et le risque de blocage est fort sur les sols calcaires ou très acides. État des lieux du phosphore dans les sols bio. Le projet PhosphoBio a réalisé un état des lieux de la fertilité en phosphore des sols de parcelles conduites en agriculture biologique en France. Des prélèvements de sol ont été réalisés en 2021 sur 201 parcelles. On retrouve 172 parcelles en grande culture, 29 en prairie permanente, et ce, chez 157 agriculteurs bio au sein de 4 territoires. Les TRINF, teneur-seuil renforcés exprimés en ppm de phosphore Olsen, dans le sud-ouest, sont égales à 40 pour les cultures fortement exigeantes, 30 pour les moyennement exigeantes et 20 pour les faiblement exigeantes. Les TIMP, teneur-seuil impasse exprimés en ppm de phosphore Olsen, dans le sud-ouest, sont égales à 80 pour les cultures fortement et moyennement exigeantes, et 45 pour les faiblement exigeantes. La base de données des analyses de terre, BDAT, contient les résultats d'analyse de terre des principaux laboratoires de sol de France métropolitaine. Les agriculteurs ont été enquêtés sur leurs pratiques culturales, ce qui a permis de faire des calculs de bilan, fertilisation et exportation de phosphore sur la période 2017-2021 sur 179 parcelles. Les bilans ont été calculés de la manière suivante. Un bilan est la quantité de fertilisant épandu multiplié par le pourcentage de phosphore, moins le rendement et les pailles exportées multipliées par le pourcentage de phosphore de chacun.
Les teneurs en phosphore du sol ne sont pas corrélées à l'ancienneté de conversion en agriculture biologique, à la présence d'élevage sur l'exploitation, à l'occupation du sol, à la présence de couverts végétaux ou à la teneur en matière organique du sol. En agriculture biologique, les teneurs en phosphore du sol sont globalement plus faibles qu'en conventionnel et majoritairement inférieures aux seuils impasses du comifère. Les teneurs en phosphore sont plus faibles en moyenne dans le sud-ouest que dans les autres territoires, en sol calcaire et lorsque la fréquence de légumineuses dans la rotation augmente. Une vigilance est donc nécessaire en AB dans les systèmes où la nutrition azotée des cultures dépend fortement des légumineuses. Ces systèmes présentent un risque de carence en phosphore plus important. Ceci est dû à la fertilisation. Comme les légumineuses sont autonomes en azote et en ramènent aux cultures suivantes, on les fertilise moins. Ce raisonnement n'est basé que sur les besoins en azote. Comme les engrais utilisables en agriculture biologique apportent à la fois azote et phosphore, on apporte de fait souvent moins de phosphore dans les systèmes de culture avec des légumineuses. Il est d'autant plus important dans ces systèmes d'intégrer des apports de fumier et de compost ou de couverts restitués pour ramener du phosphore dans les sols et faciliter sa biodisponibilité. Le projet Phosphobio, conduit de 2021 à 2024 par Arvalis, Institut français du végétal, a permis de faire cet état des lieux de la fertilité des sols en bio, de tester et d'adapter des outils de diagnostic et leurs références au contexte de l'agriculture biologique et de prévoir l'impact des pratiques agricoles sur le statut des phosphates des sols. Une calculette de gestion du phosphore spécifique au système céréalier bio est en cours de finalisation. De plus, une série de fiches techniques pour faciliter la gestion durable du phosphore en bio est en cours d'écriture. Le plus important à retenir est que la perte de fertilité des sols est certaine en l'absence d'apport de fertilisants et qu'il est difficile de faire progresser les teneurs en phosphore Olsen du sol lorsque des niveaux faibles ont été atteints. Et ce, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de fonctionnement du sol. Il est nécessaire d'anticiper pour éviter les situations à risque. Cet article a été rédigé par Laura Dupuis, chargée de mission en agriculture biologique à la Chambre d'agriculture de la Dordogne. Un remerciement tout particulier à Grégory Véricel d'Arvalis, Institut du végétal.